Chers téléspectateurs de Sunu Label TV et Label TV, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir encore sur ce plateau un grand monsieur. Il se nomme Pape Demba Thiam, bonsoir. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir. Pape Demba Thiam, merci encore une fois d'accepter notre invitation. C'est un privilège. Je serai en compagnie de ma consoeur, en même temps rédactrice en chef de Sunu Label TV, Penda Sylla, bonsoir. Bonsoir Alune, bonsoir Monsieur Thiam. Je suis ravie de partager ce plateau avec vous. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore, je vous propose de découvrir le portrait de Monsieur Pape Demba Thiam. Licence en économie obtenue en 1978 et maîtrise en gestion financière obtenue en 1979 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a 44 à 45 ans. Doctorat obtenu en 1991 en économie et développement chaîne de valeur à l'université de Neuchâtel. Papa Demba Thiam a été chercheur et professeur assistant en développement économique à l'université Neuchâtel entre 1982 et 1988, professeur en gestion financière en Suisse, Swiss International Training Center entre 1984 et 1988. En 1988, Papa Demba a occupé le poste de DG de Africa Trade and Economic Development Services jusqu'en 1992. Puis, il a été directeur chez Zimmermann AG en 1992 et 1993. Papa Demba a été aussi expert international à l'Office fédéral des affaires économiques et extérieures en Suisse, devenu secrétariat d'État à l'économie et expert international à l'Office suisse d'expansion commerciale entre 1992 et 1996, avant de rejoindre ACP EU Trade Development pour occuper respectivement les postes de coordinateur et directeur jusqu'en 2001. Il a été expert international pour les comptes de GIZ et UNIDO entre 2001 et 2002. Entre 2002 et 2003, Papa Demba a été administrateur principal à l'Organisation de coopération et de développement économique et économiste principal au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en charge des questions de compétitivité. Papa a fait plus de 13 ans au groupe Banque mondiale comme spécialiste senior du secteur privé aux États-Unis entre 2003 et 2016. Il est depuis 2016 expert en développement industriel en Suisse. Il est un expert qui maîtrise les chaînes de valeur dans l'industrie et qui a occupé des postes de responsabilité dans beaucoup d'entreprises en Suisse et dans le monde. Papa Demba Thiam est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur le développement économique et social. Merci Willy Sadio Diallo pour cette biographie de l'invité. Messieurs, nous pouvons nous accorder à dire qu'aujourd'hui, la prédominance du débat politique, pour ne pas dire la politique politicienne, dans le débat public. Alors, Monsieur Thiam, que vaut la politique sans l'économie? Sans la prise en compte des questions, bien entendu, de développement. En vous entendant me protéger, ça m'a rappelé quand les gens partent à la retraite et puis qu'on leur souhaite bon vent. Ça veut dire que je dois vraiment aller me reposer. Quand vous dites économie et politique, vous rejoignez forcément la notion d'économie politique. L'économie politique, si vous voulez, c'est ce qui décrit les approches que ceux qui dirigent prennent pour transformer leur environnement. Parce que l'éco, c'est l'environnement. Et la mesure, c'est le suffixe non métrier. Donc, en fait, faire de l'économie, c'est transformer son environnement. C'est pour ça que ceux qui se disent économistes doivent être toujours capables de dire « voilà ce que j'ai fait en transformant mon environnement ». Maintenant, on transforme son environnement avec des politiques, c'est-à-dire des stratégies qui se décrivent en programmes, des programmes qui se déclinent en projets et des projets qui se déclinent en interventions. Donc vous ne pouvez pas concevoir une économie sans politique économique parce que c'est à ça que ça sert. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile aujourd'hui de dire est-ce que la plupart de nos gouvernements en Afrique ou même des gouvernements dans le monde font encore de l'économie, ont une économie politique même, une compréhension de leur environnement, parce qu'ils sont tous souvent en mode pilotage automatique. C'est la raison pour laquelle ils commettent les mêmes erreurs de la France aux États-Unis, au Sénégal, un peu partout. Tout le monde commet les mêmes erreurs parce qu'on a bureaucratisé
le pilotage de nos économies et qui sont tous en pilotage automatique comme dans un avion sans pilote. Pape Demba Thiam, pour celles et ceux qui vous découvrent, vous avez claqué la porte de la Banque mondiale il y a quelques années, et êtes connu pour qualifier ces institutions de Bretton Woods de fabrique de pauvreté. Pourquoi cette caractérisation? Bon, claquer la porte, non, je n'ai pas claqué, je l'ai refermé doucement. Parce que si vous claquez une porte, vous ne pouvez plus taper à la même porte. Or, ces institutions nous appartiennent. Il ne faut pas que nous soyons terrorisés intellectuellement ou institutionnellement pour le leur laisser. Avec moi, les problèmes, ça vient tout seul. Et c'est pour ça que je suis allé à la Banque mondiale pour essayer de montrer qu'on pouvait faire autre chose avec les instruments et les moyens financiers dont une institution comme celle-là dispose, pour non pas combattre la pauvreté, mais pour développer de la prospérité partagée. Je savais que c'était un combat difficile, parce que la mission de ces institutions n'est pas de faire le développement. C'est de nous tenir la tête hors de l'eau pour qu'on respire et qu'on ne se noie pas, de la même manière que vous nourrissez un esclave pour reconstituer sa force de travail, pour qu'il travaille pour vous. Alors, pourquoi je les qualifie de fabrique de pauvreté? Parce que je n'ai rien inventé, peut-être le concept lui-même, mais si vous regardez à la création des institutions de Bretton Woods, qui sont actuellement la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui est le nom originel de la Banque mondiale, l'Agence multilatérale des garanties qui s'appelle MIGA et la Société financière internationale dont on dit aujourd'hui AFC. Maintenant, on oublie la dénomination française, on dit AFC. Ces trois institutions-là sont des piliers qui constituent le groupe de la Banque mondiale auquel on a adjoint l'Association internationale de développement. C'est-à-dire que les pays qui disent qu'ils vont faire passer leur aide au développement mettent de l'argent dans le pot de cette association. Et c'est avec ce guichet-là qu'on finance les pays qu'on dit à revenus faibles ou les plus pauvres, ainsi de suite. C'est ça le groupe. À côté de ça, vous avez le Fonds monétaire international. Banque mondiale et Fonds monétaire international ont été créés la même année, en 1944, par les Nations unies. Les gens l'oublient toujours. La conférence des Nations unies de Bretton Woods, aux États-Unis, a créé ces trois institutions. Il fallait créer en même temps les accords généraux sur le commerce, sur les tarifs et le commerce, le GATT, qui est l'ancêtre de l'Organisation mondiale du commerce. Mais ils ont mis 3 ans, ils l'ont créé qu'en 1947 parce que les négociations commerciales étaient difficiles. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au moment où ces institutions se créaient, les pays africains étaient tous des pays qui appartenaient à des puissances coloniales. On est d'accord? Donc, ces pays n'avaient rien à dire. C'était des propriétés qui n'avaient absolument rien à dire. Et l'idée pour ceux qui ont créé ces institutions, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était d'éviter que ces vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ne se fassent plus la guerre. Mais pourquoi se faisait-il la guerre? Ils se faisaient la guerre parce qu'il y en a qui avaient des esclaves qui sont nos grands-parents, qui leur livraient diamants, or, enfin, on ne parle plus de diamants ces temps-ci, c'est dangereux, qui leur livraient pétrole, qui leur livraient tout. Tandis qu'il y a d'autres pays qui n'avaient pas accès à ces ressources-là. Donc, il y avait un accès inéquitable aux ressources dont tous ces pays avaient besoin pour assurer leur développement. Alors, ils se sont dit, on va créer ces institutions-là qui vont nous permettre de nous assurer à tous un partage équitable de nos propres ressources en Afrique et ailleurs. Alors, est-ce que vous croyez que si une institution est créée pour assurer à ses actionnaires l'accès à vos propres ressources, est-ce qu'une institution comme celle-là vous permettra de jouir de vos ressources? Elle aura un contrôle sur vous. Oui, elle ne vous permettra pas ça. Parce que si on dit, par exemple, qu'on va industrialiser toute la filière de l'arachide au Sénégal, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'arachide à exporter,
puisque nous allons transformer notre arachide ici. Et pourtant, les pays africains se tournent toujours vers ces institutions. Alors, j'essaie en train de chercher mes mots parce que le mot diffamation est devenu un mot extrêmement galvaudé maintenant. Oui. Mais je dirais quand même que soit ces pays se tournent vers ces institutions parce que ceux qui les conseillent sont des ignorants, et ça c'est dans le meilleur des cas, ou bien s'ils connaissent vraiment la vocation de ces institutions, moi, Pape Demba Thiam, je dis qu'ils sont des traîtres à l'Afrique. C'est l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Mais je pense plutôt sur le fait que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas réellement la genèse de ces institutions et pourquoi elles sont faites. Parce que j'entends par exemple des gens se vanter et dire « je suis keynésianiste, je suis keynésien ». Mais Lord Keynes était l'un des grands deux architectes de la conférence de Bretton Woods. C'est-à-dire cette même conférence qui a créé ces institutions dont la vocation c'est de continuer d'assurer à leurs actionnaires la mainmise sur nos ressources. Alors comment quelqu'un peut se vanter en tant qu'économiste en dire qu'il est keynésien? Je l'ai dit une fois sur Facebook en entendant des gens, je suis keynésien, j'ai dit non mais vous vous insultez. Sans le savoir, parce que Keynes est l'architecte de cet ordre-là. Keynes était un bon économiste, parlant d'économie politique, parce que Keynes servait les intérêts et les desseins de l'économie britannique alliée à son ex-colonie qui était les États-Unis, et c'est comme ça qu'ils ont dominé le monde. Toute la puissance de domination du monde des États-Unis provient de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est parce que les États-Unis ont goûté à la reconstruction, d'ailleurs le nom de la Banque mondiale c'est reconstruction et développement, en reconstruisant l'Europe, c'est comme ça que les États-Unis se sont développés. Hein. Les États-Unis sont une puissance qui s'est développée en reconstruisant des pays détruits par la guerre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont toujours ce réflexe de dire allons bombarder parce qu'on va reconstruire. Et pourquoi quand vous étiez à l'intérieur, vous ne dénonciez pas ces choses-là? Vous prenez un risque grave. Non, je pose une question. J'ai été l'objet de plusieurs complots à l'intérieur de la Banque mondiale parce que je me battais à l'intérieur pour ça. Raison pour laquelle vous avez claqué la porte? Claquer la porte, c'est pas le mot. Comme je vous ai dit encore. Vous avez quitté. Je vais encore devoir vous montrer mon badge qui montre que je suis un honorable retraité de cette institution. Et vous avez encore accès. J'y ai mes immunités, mes privilèges. Et même quand je rentrais en Suisse, la plus petite de mes cuillères chez moi, ils l'ont emballée et ils sont venus déballer ça chez moi. Vous êtes toujours le bienvenu à la Banque mondiale? Bien sûr que c'est chez moi. C'est chez moi. J'ai au moins 3 pays qui sont membres de la Banque mondiale et dont je revendique la citoyenneté. Pourquoi voudrez-vous que je ne me sente pas chez moi? Donc, si vous avez alerté pendant que vous étiez là-bas, est-ce que vous vous êtes fait entendre du coup par nos politiques, par nos chefs? Alors, je vais vous raconter l'histoire en 2 temps. J'étais... Est-ce que je peux trouver un autre mot plus gentil que de dire j'étais un emmerdeur? Quand j'arrivais, tout le monde savait qui j'étais. Parce que j'ai publié Stratégie d'interface, intégration économique et développement en 1991. Et dans ce livre-là, la première partie, j'expliquais comment l'économie sénégalaise comme modèle était une économie qui fabriquait de la pauvreté. Une économie sous-développée avec le rôle des interventions, des agences d'intervention comme l'ONCAD, de la CERAS et tout, qui ont vécu sur la bête et qui ont déstructuré nos chaînes de valeur. Et dans la deuxième partie, j'ai montré comment ça était possible. Avec l'aide d'institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire et le GATT, l'ancêtre du Fonds monétaire international. Et c'est là que j'ai amené comment on démontre la fabrique de pauvreté. D'ailleurs, dans ce même livre, je disais que le sud de la France, la moitié de l'Espagne, le sud de l'Italie et beaucoup de pays comme la Grèce allaient être des pays comme nous, des pays pauvres. Parce qu'on était en train d'y fabriquer les mêmes structures qui mènent à la pauvreté. Et dans la troisième partie, c'est là que j'ai inventé le concept de stratégie d'interface qui développe des chaînes de valeur et des grappes de convergence. Donc, les gens savaient, quand Wolfensohn
m'a rencontré parce qu'il a vu que j'avais réussi à sortir l'OCDE de ses pénates pour l'amener ici à Dakar avec le président Abdoulaye Wade en 2003 pour organiser la conférence de l'OCDE sur les investissements et le commerce en Afrique, après être sorti dans le monde le 22 avril 2003, où j'ai dit, s'il ne se réveille pas, les Européens risquent de disparaître de l'Afrique. C'est à ce moment-là que Wolfenson m'a convaincu de venir à la Banque mondiale. Il me parlait de devenir conseiller, je lui dis, moi je suis un entrepreneur. Et il me dit, mais vous allez vous faire diriger par des gens. Vous avez plus de moyens, vous êtes mieux diplômé, vous êtes plus gradé, vous ne pourrez jamais vous faire commander par ces gens. Je dis non, mais ça m'est égal, moi. Ce qui m'intéresse, c'est de prouver que je peux faire l'industrie au Ghana. Et j'ai pris un projet qui était moribond, qui entre 1999 et 2004, même leur zone industrielle, il n'y avait que les vaches qui venaient manger là-bas. Il n'y avait rien. Le projet, c'était 50 millions de dollars. Quand je suis arrivé et que j'ai décidé de le faire, certains ont dit, donnez-le lui, comme ça il se casse la gueule, on va le démystifier. Je suis venu, j'ai pris le projet, il restait que 35 millions, mais en 4 ans, j'ai levé 12,6 milliards de dollars d'investissement direct étranger, monté une zone industrielle où il n'y a plus d'endroit pour une entreprise, connecter cette zone à des chaînes de valeur, avec des chaînes de valeur à des zones de production à l'intérieur, créé avec Alan Cherry-Matten, que j'encourage aujourd'hui à sortir de son parti pour aller chercher le pouvoir au Ghana, parce qu'il est candidat à la présidence du Ghana. Avec lui, on a créé 305 000 emplois au Ghana en 4 ans. Alors donc, mon objectif d'entrepreneur et d'économiste, c'était de venir dans la gueule du loup, rompre mes chaînes et montrer que je pouvais faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous les verrez m'attaquer jamais. Ils m'attaquent sur quoi? On peut dire que je suis incompétent. On peut dire que je n'ai pas réussi. Ils m'ont même donné des Awards of Excellence. Cerise sur le gâteau, j'attrape des voleurs à l'intérieur du système. Je les dénonce directement au président en copiant le président, en le copiant eux-mêmes que je les dénonce. On me monte un coup pour essayer de me fabriquer une arnaque, mais comme Dieu protège toujours ses enfants, ils se l'ont circulé entre eux, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé les preuves du complot. Il y a des journalistes américains qui m'ont proposé 3 millions de dollars pour leur vendre ça et descendre la banque. J'ai dit non, ça c'est mon assurance vie. Mais c'est pour ça que je dis ce que je veux sur eux. Vous voyez personne sortir me démentir. C'est une forme de combat. C'est comme ça qu'on se bat. J'ai entendu Assimi Goïta dire que c'est le terrain qui dicte la stratégie. Ça m'a rappelé le court séjour que j'ai fait à l'école militaire où je me suis rebellé depuis le premier jour pour partir. Mais j'ai appris au moins ça. Donc, il ne faut jamais verser dans le sensationnel. Moi, je vais dans la gueule du loup. Je ne fuis pas le combat. Je ne fuis pas le combat. Si je veux venir faire quelque chose de bien et que des gens veulent être mauvais ou par leur propre intérêt, veulent priver les populations que je veux venir secourir, ils m'imposent le combat. Et à ce moment, ce sera à moi de choisir mes propres stratégies. Et ils ont vu à la banque que je ne suis pas un tchouné. J'ai une mission. En parlant de chaîne de valeur, justement, vous êtes également théoricien et praticien. Quels exemples probants pouvez-vous nous donner? On en a fait beaucoup. Vous prenez par exemple, j'espère que, dommage que Mansour Kama, que Dieu ait son âme, ne soit plus de ce monde. Mais il y a Faisal Charara, que j'ai amené au Ghana d'ailleurs pour monter des opérations. Il a préféré quitter le Sénégal et aller au Ghana. Du temps du général Jean-Alfred Diallo. C'est le moment où on avait décidé avec la société Africa Trade and Economic Development Interface Service de lancer sur le marché suisse les premiers filets de poissons frais, je dis bien frais, en arrivage régulier sur les supermarchés suisses comme si on les fabriquait dans une usine. Parce que dans un supermarché suisse, si frais le produit puisse être, vous devez le trouver toujours au même endroit. Et dans toute
des succursales. Donc, si vous arrivez à faire ça, ça veut dire déjà que vous avez toute une chaîne logistique que vous avez montée. Donc, nous avons travaillé ensemble. On a remonté toutes les filières, que ce soit Saint-Louis, Fass Boye, Yarax et tout, d'abord pour maîtriser les pertes, pour réduire les pertes post-capture et arriver avec des produits frais dans les entreprises. En le faisant, on a aidé à structurer littéralement toutes les zones de débarquement. Ce qui fait que les gens qui débarquaient les produits avaient des produits frais. Nous avons maîtrisé la chaîne de froid. Arrivé à l'usine, nous avons suivi toutes les étapes, les rationaliser qui permettaient de rentrer un produit et de sortir un produit à grande valeur ajoutée. On achetait chez Amergère, ils achetaient, parce que je n'ai pas travaillé qu'avec Amergère, j'ai travaillé avec un consortium d'entreprises, mais en leur garantissant le marché et en amenant une certaine forme de technologie et une assistance technique. Et je m'engageais à racheter le produit. Comme ça, on a verrouillé la chaîne. Alors, dans tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le filet de sole, par exemple, qui était acheté, la sole qui était achetée à 600 francs à l'époque, dans les années 80, sur les plages, on a pu monter le prix d'achat parce que moi, je leur achetais le filet de sole à l'équivalent de $20. Et $20 à l'époque, multiplié par 700, ça faisait combien? 14 000 à peu près. Donc, si vous avez 1 kilo pour lequel vous avez par exemple peut-être 50% ou 60% de rendement, vous arrivez à 1000 et que moi, je puisse acheter ça à 17 000 et vendre ça au supermarché qui, eux, vendaient ça le double. Mais regardez toute la valeur ajoutée qui a été créée. Mais, cher ami, combien de gens ont travaillé dedans? Les pêcheurs qui pêchaient et qui pouvaient livrer des produits pour lesquels ils gagnaient de l'argent. Les maraîcheuses, nos mamans, qui les récoltaient, je parle anglais maintenant, qui les prenaient et qui les vendaient. Ouais. Les transporteurs, les gens qui fournissaient la glace, les travailleurs, à tel point que, quand on a commencé, par exemple, avec les filets de rouget, à l'époque, c'est les filets de rouget, les ventres éclatés pendant les pontes où il y avait des œufs, qui ne pouvaient pas être vendus en entier, qu'on a pris, et puis qu'on a commencé à faire des filets. Mais en une semaine de démonstration, on a eu des demandes de 6 tonnes par semaine. Ce qui fait qu'on a été obligé de prendre des rougets entiers et de les passer en filet. Alors ça, rien qu'avec des entreprises de pêche au Sénégal, on a créé 29 chaînes de valeur. Rien que dans le poisson. Parce que j'entends les gens qui vous disent « Ah, des chaînes de valeur du poisson, c'est des conneries, ça n'existe pas. » Une chaîne de valeur, elle est spécifique à une ligne de production. Donc, dans le poisson, dans les produits de poisson, vous pouvez avoir plusieurs chaînes de valeur. Alors, ce que nous avons fait maintenant, c'est que nous avons évolué ce concept au Ghana et en Namibie et même au Maroc. Vous parlez tout le temps de Ghana. Pourquoi pas au Sénégal? Vous êtes jaloux? Non, du tout. Je pose une question. Vous l'avez essayé, ça prend pas? Non, vous savez... Vous parlez tout le temps de Ghana. Mais pourtant, vous avez une nationalité ghanéenne? Je vais la chercher peut-être, pourquoi pas. Mais vous êtes sénégalais, bon teint, et vous nous parlez tout le temps de Ghana. Mais je viens de donner l'exemple du poisson au Sénégal. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes jaloux. Non, du tout. Parce que je viens de donner l'exemple du Sénégal. Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. En termes de pratique. C'est-à-dire qu'au Ghana, j'ai eu la chance de pouvoir monter. Bien, vous êtes tombé sous le charme du Ghana? Je pense que c'est en termes de pratique. Bon, je ne vais pas vous répondre parce que ma femme écoute. Donc, bon. Pour la petite histoire, de toute façon, elle me suivait partout. Comme j'allais tout le temps au Ghana, elle m'a suivi au Ghana. Mais quand elle a vu que les femmes du Ghana ne ressemblaient pas aux celles du Sénégal, elle m'a abandonné au Ghana. Et c'est seulement dès que je débarquais au Sénégal qu'elle m'appelait en disant qu'elle veut parler à ma mère qui avait son propre téléphone. Bon. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que les Ghanéens m'ont donné la chance. Vous savez, moi je crois honnêtement que le destin choisi et l'événement fait le reste. Parce que je suis allé au Ghana par hasard. Quand j'ai monté avec notre entreprise, et pour ma femme, mon épouse était directrice commerciale d'ailleurs, directrice marketing, Active Sales and Marketing,
Quand on a monté ça et que le gouvernement fédéral suisse a vu que dans tous les journaux suisses, on parlait de nos produits, et nos produits étaient même livrés chez Girardet. C'est l'un des restaurants les plus chers au monde en Suisse, où pour manger là-bas, vous devez réserver 6 mois à l'avance. Donc, à l'époque, j'avais des cheveux, hein, j'avais un bel afro. C'est à la Banque mondiale que j'ai perdu mes cheveux. Et ils ont vu de la tête partout. C'est les autorités qui ont demandé à nous rencontrer. Et quand ils nous ont rencontrés, ils nous ont demandé de les aider à mieux faire la coopération au développement, parce qu'ils ne veulent pas mettre l'argent là où c'est sous terre. Alors, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez étendre cette expérience ailleurs? J'ai dit oui. Alors, comme consultant, ils m'ont pris en copartenariat avec mon entreprise et ils m'ont dit dans quel pays vous voulez expérimenter ça. Alors, l'expérience m'a mené, j'ai dit, bon, j'entendais parler du Ghana à cause de Nkrumah. Nous étions tous des révolutionnaires quand on était jeunes. Donc, le pays de Nkrumah m'a tout de suite attiré. Le Togo aussi m'avait attiré à cause de la tragédie de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, c'était quelque chose qui, dans ma tête, résonnait. Le troisième pays qui m'avait attiré, c'était la Namibie. Parce que simplement, la Namibie était engagée dans de la lutte pour l'indépendance, contre l'apartheid. Et c'était en Namibie qu'il y avait le siège de la SWAPO. Il y avait aussi beaucoup de gens que le Sénégal a même aidé à donner des passeports aux combattants de l'ANC et tout ça. Ils étaient tous... Donc, il y avait un biais idéologique. Alors, quand je suis arrivé au Togo, d'abord, pour faire ma prospection, j'ai quitté le Togo pour venir parce que Togo, Accra et Lomé sont séparés de 2 heures de route à l'époque. Et ce qui m'a fait attacher de plus au Ghana, c'est parce que je n'ai pas traîné au Ghana. Je suis arrivé au Ghana, il y avait un ambassadeur suisse au Ghana à qui on avait annoncé qu'il y avait un délégué du Conseil fédéral du département économique des affaires, du département des affaires économiques extérieures qui venait. C'est qui? Dr Thiam. Pour eux, lui, il entend Thiam, il se dit, non, il pensait même pas que j'étais noir. Quand il disait Thiam dans son truc, il pouvait pas penser que le type était noir. Alors, vous m'avez convoqué ici, je suis arrivé à l'heure pile. J'étais arrivé 5 minutes avant pour être sûr que personne ne m'attend. Je viens, l'ambassadeur passe devant moi, ne me salue même pas et rentre dans son bureau. Il s'ajuste, il s'arrête, après il dit à son conseiller, oui, monsieur Thiam. Oui, monsieur Thiam, je l'attends. Il dit, mais vous l'avez vu passer dans le bureau. En entrant dans le bureau. J'ai entendu ça et puis il a dit, ah bon, maintenant Berne nous envoie n'importe qui là. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils sont tombés sur la tête. Quand j'ai entendu ça, comme je vous ai dit, avec moi, les problèmes, ça vient tout seul. Si on les cherche, on les trouve. Alors, je me suis levé, je suis parti. Et en bon seytané, hein, comme on dit ici, en français, quelqu'un qui mélange les choses, je viens, j'appelle, à l'époque, mon patron, c'était Pierre-Louis Girard. Petit détail, donc très nerveux, veut pas qu'on lui manque de respect, et la femme était vietnamienne. Alors, je lui raconte l'histoire, il est monté sur les grands chevaux. Il m'a dit, pose tout là-bas et je vais m'occuper de cet imbécile. Et je suis parti en Namibie. Alors, c'était un énorme scandale diplomatique. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en Suisse, c'est-à-dire contrevenir aux droits. On ne viole pas les règles dans un pays civilisé. Qu'un pays qui viole ses propres règles au vu et au su de tout le monde devient un pays toxique. On lui a réglé son compte à l'ambassadeur. Et Nicolas Imboden, quand il a pris la succession de Girard, il a dit, tu reviens là-bas, tu retournes. Donc, c'est comme ça que je suis retourné d'abord au Ghana. Donc, il y avait toute une histoire. Après, on y a investi comme en privé. Et quand j'ai développé certaines activités, il y avait des hommes d'affaires qui vous volaient de l'argent. Mais quand vous portez plainte, ils achetaient votre propre avocat. Alors, quand je suis rentré, j'ai été obligé de vendre mes entreprises pour ne pas avoir un conflit d'intérêts en travaillant au gouvernement. Les premières choses que j'ai essayé d'amener au Ghana, c'est une justice qui est juste. Une justice qui n'est pas dévoyée. Et c'est comme ça qu'après toutes mes incarnations, chaque fois que j'étais dans une position, le Ghana était là, j'ai amené quelque chose. Et quand je suis arrivé à la Banque mondiale, j'ai trouvé cet éléphant blanc. Donc,
On l'a redressé, on en a fait un success story. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas de mérite là-dedans. Je crois que Dieu m'a créé comme étant un emmerdeur et il s'est dit, lorsqu'il faut fixer les choses, je le balance là. Très bien. Dans un de vos posts du mois d'août, Pape Demba Thiam, vous rappeliez, je cite, la focalisation de votre énergie intellectuelle sur la nécessaire reconstruction des économies des institutions africaines au moment où le modèle de globalisation de l'économie mondiale agonise dans sa logique irréversible d'autodestruction qui produit des effets aux quatre coins du monde en fonction des spécificités locales. Fin de citation. À quoi faites-vous référence précisément? Enfin, d'abord, moi j'ai dit ça. Oui. J'ai dit ça. Oui. Vous êtes sûr que j'ai dit ça? Oui. Bon, je vais essayer de me rappeler pourquoi j'ai dit ça. Le modèle de globalisation lui-même. Vous avez vu Helmut Kohl, j'ai vu circuler une photo de Helmut Kohl où on dit qu'en 1987, il aurait dit qu'on a commis l'erreur de laisser l'Asie s'industrialiser, ça ne se passera pas avec l'Afrique. Et ça rejoint ce que je vous ai déjà dit, qu'il n'a jamais été question de laisser l'Afrique s'industrialiser. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai fait le Ghana, partout où j'ai voulu le faire, on m'a affecté ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait que je quitte là. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Retenez bien cette histoire. On dit beaucoup que des pays comme la Corée et tout étaient comme nous. Oui. Il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 1979, j'allais dire entre 1979 et 1980, Margaret Thatcher était Premier ministre de Grande-Bretagne et Ronald Reagan était président des États-Unis. Ces deux ont créé ce qu'on appelle le consensus de Washington, où il fallait libéraliser totalement toute l'économie mondiale. Et pour libéraliser, c'était quoi? S'appuyer sur les trois institutions de Bretton Woods. L'Organisation mondiale du commerce devait permettre la libre circulation des produits. On devait permettre, avec aussi l'OCDE et tout, des règles sur les risques qu'on prend, sur les pays et tout. Tout ça rentrait dans la même logique d'internationaliser le capital et sa mise en valeur. C'était le règne des gens qui ont de l'argent et qui ont des gouvernements dans leur poche et qui leur permettent de faire des lois qui leur permettent de faire de l'argent. Mais quand vous voulez faire de l'argent, le plus facilement, il vous faut aller dans des pays où vous faites travailler des esclaves. Des gens qui sont peut-être même pas syndiqués, qui gagnent moins cher. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à délocaliser des usines en Chine, dans la périphérie chinoise, Corée, Taïwan, tout ce que vous voulez. Donc, la chemise Ralph Lauren, qui se vend à $200 dans un marché, se fabriquait à 4,75 $. C'était le spot price, avec les spécifications. Regardez la marge. Alors, je parle de ça, mais vous pouvez parler des pièces de voiture, des puces, de tout ce que vous voulez. Donc, quand les Chinois ont compris cela, qui était au pouvoir en Chine, c'était Deng Xiaoping. Deng Xiaoping s'est dit, bon, ils nous prennent pour des idiots. Nous avons un gros marché, nous avons 1 milliard de potentiel de consommateurs, donc nous allons créer des plateformes de compétitivité pour attirer leurs investissements. Vous savez, un politicien qui a une vision de développement, ce n'est pas un homme d'affaires. Un homme d'affaires, lui, c'est tout de suite, je dois faire l'argent. Alors, ils veulent vendre à la Chine des avions. Les Chinois disent, non, non, vous venez construire chez nous. Comme ça, ils apprennent. Vous voulez vendre des voitures, vous voulez construire chez nous. Et tout le monde est allé faire de l'argent en Chine. Même des gens comme Louis Vuitton sont allés fabriquer des sacs là-bas. Alors, les Chinois avaient, eux, une vision de développement depuis Mao Zedong. Et vous vous souvenez d'ailleurs d'André Malraux qui avait son livre « Quand la Chine s'éveillera », parce qu'il avait vu cette perspective-là. Donc, les Chinois se sont développés et la dialectique du maître de l'esclave a trouvé de la substance, parce que l'esclave était devenu le maître. Alors, c'est comme ça que des pays se sont développés. J'ai entendu quelqu'un dire une sottise sur une télévision sénégalaise en disant que
Les Coréens se sont développés parce que leur ex-colonisateur, le Japon, était à côté d'eux. Tandis que nous, notre colonisateur est à 5000, des conneries. D'abord, la Corée n'a pas été colonisée économiquement par le Japon. Et ensuite, c'est plutôt la décentralisation des industries américaines et périphériques en Chine qui a fait la Corée. Mais nous sommes dans un pays ou un continent où des gens mentent en direct, tout de suite et en couleur, en plein jour, tout en sachant que leur mensonge sera chassé par un autre mensonge qui vient parce que nous sommes dans une chaîne de valeur, de non-valeur de mensonges. Ça, je voulais préciser ça. Merci de me donner l'occasion. Donc, c'est ça qui s'est passé. Alors, ce modèle de globalisation maintenant, pourquoi elle est appauvrissante d'abord? Bon, pour nous, de toute façon, nous, on a toujours été appauvris depuis le départ. D'accord? Mais pourquoi ça appauvrit les États-Unis jusqu'à amener Donald Trump au pouvoir? Parce que quand vos entreprises quittent votre pays pour aller payer des impôts ailleurs, mais l'État se ruine. Mais quand l'État se ruine, l'État ne finance plus d'hôpitaux, l'État ne finance plus de routes, l'État ne finance plus l'école, l'État ne finance plus la recherche. La démonstration, c'était avec le Covid. Même les Nivaquine, on les fabriquait ou les paracétamol en Chine. Alors, donc ça crée une nouvelle pauvreté. D'accord? Maintenant, nous, on sait qui dépendions des nouveaux pauvres, on devient de plus en plus pauvres. Donc, c'est la limite du modèle de globalisation. Quand j'ai écrit là-dessus et fait une conférence à Washington, quand Trump arrivait et j'ai dit qu'il allait arriver, les gens me disaient, oui, tu le soutiens. Je dis, mais moi, je ne vote même pas aux États-Unis. Pourquoi je le soutiendrais? Je suis le porteur du mauvais message que vous ne voulez pas entendre. Et Donald Trump est arrivé et il va revenir. Ils sont en train de tout faire pour lui coller toutes sortes de procès. Et chaque fois qu'on tape dessus, il devient plus populaire. Pourquoi? Parce que les Américains sont devenus pauvres par une administration prédatrice. Les Français ont failli voir venir Marine Le Pen. On dit populiste. Mais c'est quoi populiste? C'est quoi populiste? Mais populiste, ce n'est pas du terrorisme. Populiste, on qualifie chaque personne qui veut répondre aux besoins du peuple, on l'appelle populiste. Si les gens qui l'utilisent, vous leur posez la question, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est parce qu'il est en train de nous arriver aussi au Sénégal. Alors, ça, on va y venir. On va y venir parce qu'on ne fuira aucune question. Mais la question fondamentale est celle de savoir. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il a faim, qu'il a le ventre plein. Si vous le faites, vous le dites, c'est parce que vous ne parlez pas à lui. Mais vous parlez à d'autres personnes dont vous dépendez. Voilà. Maintenant, cette globalisation atteint ses limites. Parce que maintenant, plus personne n'en veut. Et ça se réfléchit même aujourd'hui en Afrique. Pourquoi vous pensez que les Américains n'ont pas suivi la France pour faire une guerre de la CEDEAO au Niger? Vous avez vu la presse aujourd'hui? Le Monde a publié l'article que les États-Unis ont augmenté leurs investissements en Afrique de 67% en 2022 et 2023. Et ça, tout se passe ici. Et c'est ce que j'ai dit aussi dans un de mes posts. Je dis aujourd'hui, les gens ne veulent plus suivre une puissance coloniale en Afrique dont le seul modèle de développement, c'est de placer des pions et d'exploiter l'Afrique parce que ces gens-là, ils savent que les Africains vont se rebeller. Et moi, j'ai été souvent invité par les cercles de réflexion américains. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le risque de dire qu'ils n'iront pas en guerre. Alors, maintenant, les Allemands les ont suivis, les Italiens les ont suivis. Alors, vous prenez Allemands, Américains, Italiens. Il reste quoi? Non, mais attends, c'est des entrepreneurs, c'est des nations qui se sont construites sur l'entreprise. Ce ne sont pas des nations qui se sont construites en colonisant d'autres, en les vendant comme esclaves et en mettant leurs propres fils pour leur sucer le sang. Donc, il y a une question de paradigme, c'est-à-dire de modèle de pensée. Et c'est ce modèle de pensée qui est en train de changer. Regardez, pour terminer là-dessus, regardez, les Américains, quand les Français parlaient de dire nous allons suivre la CEDEAO, tout en leur disant à l'oreille, allez faire la guerre au Niger. Les Américains ont dépêché un nouvel ambassadeur. Mais pour rester conforme à la loi américaine, le nouvel ambassadeur n'a pas présenté ses lettres de créance. Mais jusqu'à maintenant, quand ils ont presque reconnu le gouvernement, ils ont présenté des copies de lettres de créance. Si moi j'étais un Français aujourd'hui, je me dirais, mais ces gens me prennent pour un imbécile. Parce que les Américains sont en train de s'installer au Niger pour eux faire de la co-entreprise.
Et c'est pour ça que des organisations comme l'Organisation des États du Sahel se trouvent encouragées parce qu'ils savent que sur le plan économique, monétaire et financier, ils auront du partenariat avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec les États-Unis. Et quand ça se fera, les pays du Golfe ne vont pas en rester là et les Chinois vont vouloir aussi venir. Donc nous sommes en train de vivre un nouveau monde. Donc pour rebondir à ça, quelles sont selon vous les étapes minimales par lesquelles nos dirigeants doivent passer pour développer en fait le pays, le continent? Il faut d'abord, la première étape, c'est d'abord de le vouloir. Il faut le vouloir. Parce que vous regardez par exemple les élections qui sont en train de se passer en Afrique. Est-ce que je peux vous mettre au défi de me dire, voilà, un seul candidat, je dis bien un seul candidat, qui vient mettre en avant d'abord sa volonté de développement et articuler ça dans une stratégie ou au moins les prolégomènes à l'élaboration d'une stratégie de développement claire. Aujourd'hui, le plus gros fonds de commerce qu'un politicien africain puisse avoir, c'est de dire je vais dégager des voleurs qui sont là. Parce que ça marche. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de dire je vais aller développer, je vais vous créer 1 million d'emplois et le démontrer parce que c'est trop loin pour cette perspective. Tu vas simplement dire tiens, on se bat à coups de scandale, on a volé ceci, on a volé ça, et puis le focus est là, vous drainez les peuples. Même si vous leur promettez des chimères. Donc, il faut d'abord dire je veux faire du développement. Et ça doit se sentir dans le langage, on se couche avec, on se réveille avec. C'est pour ça que, par exemple, si vous regardez nos pays-là, quel pays vous pouvez dire aujourd'hui qu'il a vraiment une stratégie de développement? Les pays anglophones, africains. Comme quoi, par exemple? Oui, les pays anglophones. Ils n'en ont pas. Ah bon? Le Ghana avait un programme de développement industriel. Mais le Rwanda? Je vais arriver sur le Rwanda, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont aidé le Rwanda à créer l'agence de développement du Rwanda. Le Rwanda. Mais on va y venir, on va voir pourquoi. Le Ghana avait un programme de développement industriel du temps de Kufuor. Ce programme n'a pas survécu parce qu'il y avait des rivalités politiques qui ont empêché celui qui était ministre de l'Industrie et du Commerce du Ghana entre 2004 et 2009 de bondir là-dessus pour aller être candidat. Parce qu'en 2008, il a déclaré qu'il était candidat pour succéder à Kufuor. Ce qui fait que malgré le fait qu'il soit parti et que le parti rival a gagné les élections, a continué le projet, les gens n'ont pas voulu lui donner aucune forme de crédit. Ce qui fait que même quand le gouvernement de Nana Akufo-Addo est venu, alors que lui-même, il était ministre dans ce gouvernement, j'ai assisté à des situations où il a voulu multiplier par 10 ce qu'il voulait faire, mais dans son propre parti, on l'a privé de ressources. Parce qu'il allait devenir fondamentalement le nouveau patron du Ghana en matière de politique. Donc, rivalité politique. Donc, politique agricole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Ghana qui était capable de claquer la porte du FMI, eux, ils ont claqué la porte du FMI, s'est retrouvé avec Nana Akufo-Addo qui était tellement confiant, qui disait Ghana, au-delà de l'aide, on a pris. Maintenant, ils sont allés commander l'argent. Parce qu'ils ont quitté le plate-bande. Maintenant, vous avez le Maroc. Le Maroc, le roi, est l'entrepreneur en chef au Maroc. Moi, j'ai eu la chance d'écrire une stratégie post-Covid, industrielle post-Covid, pour le Maroc. Si vous regardez, vous tapez mon nom, vous allez voir. Ils l'ont même célébré en appelant toute la presse. Et ce programme m'intéressait parce que je voulais que ce soit un programme qui permette au Maroc d'être une locomotive, une des co-locomotives de la co-émergence en Afrique. Mais le roi a créé lui-même au Maroc, et je l'ai trouvé là-dessus, tout un comité d'experts pour le modèle de développement. Le Maroc a un comité d'experts pour le modèle de développement. Et récemment, avec le PDG du groupe, donc Maktar Sylla, nous étions invités au Maroc, je crois que c'était même le jour de mon anniversaire, le 1er juin,
pour réfléchir sur une nouvelle économie politique de la santé en Afrique, au niveau de l'Académie royale du Maroc. Donc ces gens réunissent des gens. Il faut dire à Maktar Sylla comment on nous a traités. Hein. On nous a logés dans l'un des plus beaux hôtels de Rabat, mais alors tout pris en charge, traités comme des rois. Enfin, au Maroc, on ne peut pas le dire, traités comme des princes peut-être parce qu'il y a un roi, mais ils nous ont mis dans les meilleures conditions. Vous aviez même des gens comme Cheikh Modibo Diarra était là, et tout le temps qu'on était, c'était pour réfléchir là-dessus. Vous voyez faire ça dans quel pays? Le Rwanda, par exemple, dont vous parlez, moi j'ai quitté les opérations sur le Rwanda en 1988, en 2008, pardon. J'ai du mal à dire. 88, c'était l'année de naissance de mon entreprise. Je crois que ça revient comme un lapsus tout le temps. Mais le Rwanda a essayé de regarder quelles sont les sources de croissance que le pays pouvait mettre en branle et a commencé à travailler. Moi, j'ai formé des gens comme Francis Gatare, qui aujourd'hui est un ministre plénipotentiaire chargé, par exemple, de tout ce qui est mine, machin. Mais il était au Rwanda Development Board. Comment on appelle, Claire Akamanzi, qui est actuellement la patronne, c'est la même chose. Ils ont fait appel à des gens qui leur ont formé, transmis la connaissance, et puis ils déroulent leur char. Pourtant, Kagame est décrit, on le qualifie de dictateur. C'est une autre histoire. Vous me parlez de développement économique. Là, vous parlez de politique. Oui, mais c'est lui qui dirige le Rwanda. Oui, mais alors, ça empêche de faire le développement économique. Kagame, on l'accuse même d'intervenir au Congo, mais ne mélangeons pas les genres. C'est-à-dire que vous parlez de développement économique. Moi, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'être un dictateur pour faire le développement économique. On n'a pas besoin d'être un dictateur, à moins que ce soit la dictature des institutions démocratiques, c'est-à-dire tout le monde se soumet à la loi. Parce que prendre des institutions républicaines, les travestir, les dévoyer pour fabriquer des lois uniques, ça, c'est de la dictature. Donc, il y a toute forme de dictature. Le fascisme. C'était quoi le fascisme? Hitler était un fasciste. Mussolini était un fasciste. Quand j'ai entendu au Sénégal, du temps du président Abdoulaye Wade, qu'on parlait de cars bloquants à 25%, j'ai dit, mais attends, il veut nous ramener les histoires de Mussolini ou quoi? Parce que si avec 25%, tu peux prendre tous les leviers d'un État, décider que toi, s'il y a un trou, il n'y a que toi qui le vois et que ça que tu fais, tu te crées un excès de pouvoir, c'est du fascisme. Or, ça a toujours une limite. À un moment donné, quand on en abuse, on met les peuples au dos du mur, et quand vous éliminez toute votre opposition pour vous retrouver devant une horde de population affamée, le jour qu'ils vont marcher sur votre palais, n'appelez personne au secours. C'est ce que j'allais dire. Et peut-être même pour parler de développement au Sénégal, l'oil and gaz, les hydrocarbures. Non, attendez. Vous êtes en train de dire que cette situation décrit le Sénégal. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Oui, mais alors dites-le, alors ne dites pas. Le principal opposant est actuellement en prison. Voilà, parce que beaucoup disent que c'est lui le favori de l'élection présidentielle, raison pour laquelle, voilà, il est emprisonné. Voilà, monsieur Gueye, on va être sérieux. Monsieur Gueye, on va être sérieux. Moi, je suis un économiste, je peux dire un peu sociologue. J'analyse des situations. Comme en mathématiques, je suis un mathématicien. Je décris des fonctions. Et vous, moi, je finis ma description, vous dites c'est le Sénégal. Mais ça va que c'est vous qui avez décidé que c'est le Sénégal. Moi, j'ai décrit une situation générique. Je dis que dans une situation, et j'ai dit bien, si vous dévoyez des institutions républicaines, donc si ça doit s'appliquer au Sénégal, c'est qu'on doit prouver que les institutions républicaines sont dévoyées. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais si vous, maintenant, dans ma définition, vous trouvez que c'est ce qui s'est fait au Sénégal, à ce moment, je dirais que moi, j'ai tellement bien expliqué un principe que les gens se reconnaissent dans ce principe. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas vous qui le dites, mais pour revenir au développement, justement, de ce pays, on peut garder espoir avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se dit, notamment un secteur comme l'oil and gas, les hydrocarbures, les mines, entre autres. Vous savez, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et là, on va parler. C'est pas une marque d'espoir. Non, on va parler du Sénégal. Parce que moi, quand je parle d'une chose, j'en parle clairement. Oui. Mais on ne met pas mes mots dans ma bouche. Quand j'ai quitté la Banque mondiale,
j'ai écrit ma lettre de démission pour demander ma retraite anticipée. Parce que ce qui se passe à la banque, c'est que si vous avez plus de 40 ans et que vous avez fait plus de 10 ans à la banque, vous avez droit à une retraite anticipée. Et ça, c'était une marque de respect que j'ai voulu montrer à l'institution que j'ai servi loyalement pendant 13 ans et demi. Je n'ai pas décidé de venir m'installer au Sénégal. Et pourtant, Dieu sait que depuis que j'ai quitté le pays, tout ce que j'ai eu, je l'ai amené dans le pays, sous toutes les formes. Mais la première chose que je me suis dit, si je m'installe au Sénégal, ce sera facile pour les gens que j'ai pris la main dans le sac et qui n'ont pas été capables de me mettre à genoux, d'utiliser des politiciens pour me rendre la vie impossible. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui se met à portée de tir d'un adversaire potentiel. Donc, j'ai dit, je rentre en Suisse où ma sécurité est garantie en tant que citoyen suisse. Maintenant, je n'entrave la liberté et je ne fais aucun tort dans aucun pays. Donc, l'idée pour moi, et quand je suis rentré, au niveau du gouvernement, on m'a dit, écoutez, depuis que tu es parti, il nous a manqué un peu de ce souffle-là de coopération tel que tu faisais ça avec nous. Est-ce que tu veux reprendre service au niveau du conseil? Ça pouvait être alléchant, hein, parce que moi, je prends 2 000 € par jour. Je prends 2 000 € par jour. Mais j'ai dit non. Je ne vais pas rentrer avec un patron unique qui peut me donner la direction dans laquelle je regarde. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis seul avec ma femme. Mes enfants sont grandis. On a travaillé même pour leurs petits-enfants. Pour pouvoir claquer la porte de la banque et venir nous installer en Suisse, c'est qu'on doit être sûr de nous-mêmes. On est d'accord? Alors, je dis maintenant, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux entraîner les banques suisses à venir investir en Afrique. À l'époque, même Tidjane Thiam était directeur général du Crédit Suisse. Je l'ai rencontré à Washington le dernier jour où j'ai fait le truc. Je lui ai dit, écoute, tu as la chance d'être directeur général du Crédit Suisse. Je t'ai précédé en Suisse, je connais bien le système, je suis un notable chez moi. Il faut qu'on travaille à amener les banques suisses à investir en Afrique et à faire le premier métier qui a fait la force de la banque suisse, c'est-à-dire financer l'industrie. Parce que les Africains ne vont plus laisser leur matière première partir sans être transformée. Malheureusement, je n'ai même pas eu le temps de vraiment me concerter avec lui parce qu'il y a eu le scandale qui ont dit qu'il a emporté. Mais je suis resté là-dessus. Alors, j'ai passé donc mon temps à d'abord me remettre de mes omissions parce que j'avais fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement, en fait, qui a échoué, mais empoisonné quand même. Je ne pouvais même pas marcher pendant des années, tu vois, donc où je devais mettre 3 paires de chaussures dans ma chaîne, bon, peu importe. Je me dis, je me soigne d'abord. Et au moment où j'ai commencé à me sentir plus en forme, j'ai voulu entraîner maintenant les banques suisses, l'industrie suisse, à développer ce que j'appelle le partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur. Ça me permettrait à ce moment d'avoir un partenariat avec des gouvernements comme la Suisse, comme l'Allemagne, avec qui j'ai servi, tout ça, et les amener à dire qu'on va monter des chaînes de valeur qui convergent vers des pôles de croissance, et ça va vous donner l'opportunité d'amener les investisseurs allemands, suisses et tout ce que vous voulez à venir investir parce que nous allons mettre en place avec le partenariat des infrastructures qui permettent de déverrouiller ces opportunités. Tout le monde a acheté. Et j'ai dit, maintenant que mes forces sont limitées, il y a 2 pays vraiment qui m'intéressent parce que je ne peux pas me disperser. Le premier pays, c'est mon Sénégal natal. Le deuxième pays, c'est le pays de mes enfants parce que leur maman est congolaise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive dans cette situation, on se retrouve maintenant au moment où nous sommes prêts à venir avec des situations de tension extraordinaires. Vous faites le tour des chantiers. Il y a plein de chantiers dans le bâtiment où vous ne voyez plus d'ouvriers. On dit que quand le bâtiment va, tout va. On nous parle de terroristes, on nous parle de mouvements occultes et tout. C'est comme si on avait décidé de dire aux gens, ne venez pas chez nous parce que les bombes vont sauter partout.
Alors, les gens que vous vouliez entraîner là, ils vous disent, mais attends, mais c'est l'enfer chez vous. Les juges ont commencé même à envoyer des journalistes qui viennent faire des enquêtes. On a vu les enquêtes sur la migration et tout ce que vous voulez. Vous avez un pays, par exemple, aujourd'hui, les liaisons entre le sud et le reste du pays sont coupées. On désintègre l'économie. Vous avez un pays qui participe aux sanctions contre son plus gros client du port de Dakar. Mais regardez tout ce qui est coupé en termes de chaîne de valeur en amont. Si les gens ne peuvent plus servir le voisin qu'est le Mali, mais tous les gens qui sont intégrés dans la chaîne logistique sont au chômage. Donc nous sommes rentrés dans une logique de paranoïa sécuritaire, vraie ou assumée, mais qui fait peur aux investisseurs. Moi, je ne peux plus mobiliser des investisseurs Donc aujourd'hui. vous pensez que le Sénégal ne fait plus rêver? Mais est-ce que le Sénégal n'a jamais fait rêver? Arrêtez avec ces formules. On parle tantôt de pétrole et de gaz. Non, on parle de l'exploitation. Pétrole et gaz, vous savez, vous aurez toujours les investisseurs que vous voulez. Même quand vous êtes dans une situation de guerre, c'est là, dans l'économie de guerre, que les gens font le plus d'argent. Ce n'est pas ce genre de choses qui nous intéressent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été invité par Makhtar Cissé quand il était ministre de l'énergie. J'ai aidé son cabinet à développer un programme de contenu local et j'ai dû m'exprimer devant le chef de l'État le 2 juillet 2019 en montrant comment on pouvait montrer des chaînes de valeur rien qu'en prenant prétexte du développement du pétrole. Donc le potentiel qu'on a, c'est aujourd'hui un potentiel d'intégration économique sur des chaînes de valeur et lorsque vous mettez une infrastructure qui touche au pétrole, vous pouvez toucher d'autres secteurs parce que l'infrastructure, sa vocation, c'est de décloisonner et de libérer des opportunités économiques. Donc, le potentiel, on peut rêver avec le Sénégal. On peut rêver avec le Sénégal, même dans l'aquaculture, dans beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas faire des formules à l'emporte-pièce. Le Sénégal ne fait plus rêver. Ça, c'est de la littérature politique politicienne. Il faut arrêter avec ça. Ah ouais. Est-ce que Oui. vous n'êtes pas nihiliste, Pape Demba Thiam? Qu'est-ce que c'est? Mais alors, je vous chasse d'une porte, vous rentrez par Non, la fenêtre. est-ce Mais que vous savez tout ce le que ça temps veut vous dire dites nihiliste? tout le temps vous dites que oui, c'est mauvais, il n'y a rien. Moi, j'ai dit ça. Dites-moi qu'est-ce que j'ai dit qui est mauvais. Donnez-moi un seul exemple. Et je vous offre... Parce que quand vous dites que le Sénégal ne fait plus rêver, et Je n'ai pourtant, pas de... c'est vous- les investisseurs Attends, viennent non, dans ce pays. Non, attends. C'est vous qui avez dit, est-ce que le Sénégal... Je vous fais Non, rêver. vous avez dit que le C'est Sénégal pas moi, n'a c'est moi qui jamais l'ai fait utilisé. rêver. C'est moi... Non, je dis... Non, parce que ce que j'ai vu, le Sénégal n'a jamais fait rêver, parce que le rêve, c'est des chimères. Nous, on est dans l'action. C'est ça. Les nihilistes, c'est ceux qui parlent de rêve. Moi, je suis dans l'action. Je parle de choses concrètes. Donc, parler de nihiliste... Vous savez ce que ça veut dire, un nihiliste? Un nihiliste, c'est quelqu'un qui veut que rien n'existe. Nihil, ça veut dire rien. Quand vous dites que quelqu'un, vous êtes un nihiliste, c'est que vous ne voulez même pas que l'État existe. Vous ne voulez pas que les entreprises... Moi, j'ai dit ça. Moi, un bâtisseur de développement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, concentrez-vous, s'il vous plaît, sur des sujets qui sont constructifs. Vous m'avez pensé que j'allais fuir le débat sur le Sénégal. Le débat sur le Sénégal, quand quelqu'un publie un livre ou parle à la presse et dit qu'il n'y a plus de politique économique, c'est pas quelqu'un. Mais je ne le dis pas n'importe comment. Si vous dites nihiliste, c'est comme si vous dites que je dis des choses à l'emporte-pièce. Non, ça vous le dites aux petits qui jettent des pierres dans la rue. Des gens qu'on peut mobiliser, qui parlent de francs CFA et tout. Non, vous parlez à un homme sérieux. À propos de ces personnes, excusez-moi, Oui. je vais rebondir justement sur la question préoccupante de l'immigration clandestine. On voit de plus en plus de jeunes prendre le chemin du Nicaragua pour rejoindre les États-Unis, pour rejoindre l'Occident. Vous avez fait un cri de cœur récemment où vous dites politiciens, arrêtez, n'insultez pas notre intelligence. Précisez-nous alors vos points de vue et quelles solutions surtout préconisez-vous à toute cette jeunesse? J'ai observé deux choses. J'ai écouté un débat sur RFI qui a été organisé, je crois, il y a une semaine ou tout, où j'ai entendu un ministre de la République du Sénégal. Vous voulez que je parle du Sénégal? Je parle du Sénégal. Un ministre de la République du Sénégal nous dire que les gens qui émigrent, ce n'est pas le problème économique qui les fait émigrer, parce qu'il y en a qui ont de bons salaires, ou il y en a qui payent, je ne sais même combien de milliers, pour émigrer. Mais c'est léger, c'est très léger. Alors, j'étais au fond de mon lit, j'ai bondi. J'ai dit, si je pouvais prendre le téléphone et appeler Juan Gomez,
pour intervenir, ma femme me dit non, c'est pas de ton niveau. Tu ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Alors j'ai fait un premier post où j'ai dit que faire émigrer un Sénégalais ou un Africain, je n'ai même pas utilisé le Sénégalais parce que moi je suis bien élevé, hein, je suis de Saint-Louis. Nous, la parole, on ne jette pas des choses comme ça. On parle pour les gens intelligents parce que quand tu parles jusque-là, tu parles aux fous pour tout leur citer. Donc, c'est à vous de comprendre et puis de présenter. La diplomatie, c'est ça. Je n'ai pas parlé même du Sénégal. Et pourtant, je vous dis maintenant que cette émission m'a été inspirée par ce que j'ai écouté qu'on a dit sur le Sénégal. Donc, je ne suis pas un nihiliste. Au contraire, je suis quelqu'un qui parle à des gens que j'espère intelligents pour aller comprendre avant que je leur dise que le roi s'est cassé la gueule, qu'ils comprennent que le roi est parti. Alors, j'ai entendu ça, j'ai dit, mais une famille peut même décider de réunir $20 000 pour faire partir quelqu'un en se disant, il va nous sauver. Et cet argent-là, le type ne l'a pas forcément. Même les tontines permettent de faire ça. C'est ce que j'ai dit. Alors donc, quand j'entends un ministre qui est le ministre de la Jeunesse dire ça, je dis, mais alors nous sommes dans la merde. Parce que ou bien il ne comprend pas ce phénomène, ou bien il le comprend et puis il veut nous mener en bateau. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes la seule personne qui travaille dans une famille où il y a 10 chômeurs qui ont leurs enfants, mais même si vous gagnez 3 millions par mois, ça ne leur suffit pas. Donc c'est très léger d'avoir cette vision unilinéaire de dire, voilà, on a vu quelqu'un qui avait un bon salaire qui est parti. C'est pour ça que j'ai dit, n'insultez pas notre intelligence. La deuxième raison, quand j'ai vu que les gens réagissaient, ils m'écrivaient et tout ça, j'ai dit, vous savez, quand vous faites un post sur LinkedIn, vous êtes limité à 3000 signes, pas plus. Et quand j'ai vu des gens me dire, mais attends, aide-nous, parce que nous, si on parle, on va nous mettre en prison ou ceci, cela, j'ai dit, attendez, c'est quoi ces conneries-là? Je remets une couche. Et c'est là que j'ai dit, n'insultez pas notre intelligence, parce que quand on entend des gens dire qu'en réalité, c'est ce qu'on montre à la télévision, qu'on montre l'Eldorado, c'est pour ça que les gens voient. Je dis, mais arrêtez vos conneries. Ou bien vous ne comprenez pas, ou vous nous insultez. Notre intelligence. Et encore, je n'ai même pas parlé du Sénégal, mais je vous dis ici, et je le répète, cette émission, ces sorties m'ont été inspirées par ce que j'ai entendu sur RFI. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il me réponde là-dessus. Attendez, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Alors, je dis pourquoi. Parce que les gens qui vont émigrer, mais ils deviennent des ouvriers agricoles. Moi, je vous amène les visiter là, en Espagne, en Italie. Mais pourquoi vous pensez que quelqu'un va être fonctionnaire, émigrer en Italie pour devenir ouvrier agricole, alors que nous avons des millions de terres arables en Afrique? Ce n'est pas être nihiliste que de dire à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de politique d'émergence économique, d'émergence d'opportunités économiques dans ce secteur pour pouvoir transformer les avantages comparatifs que nous avons. Si ça c'est une fausse nouvelle, je donne la fausse nouvelle. Parce que ce n'est pas une fausse nouvelle, c'est l'analyse de la réalité du terrain. Nous sommes, peut-être c'est pour ça qu'on peut dire nous sommes un pays sous-développé, en soi de développement. Mais malgré ça... Voilà, donc ils émigrent pour ça. Alors si quelqu'un, au lieu de porter la cravate que vous avez, va devenir ouvrier agricole, n'insultez pas sa dignité en disant que c'est parce qu'il est assez bête pour voir une série novelas qu'il a décidé de partir pour aller à l'Eldorado. C'est pas pour ça. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on arrête avec ces histoires de formules à l'emporte-pièce. Le pays vit un problème très sérieux. Le pays commence à faire peur parce que les investisseurs, ce qui les intéresse, c'est le risque. Moi, j'aime bien, le président de la République a raison de dire, quand il parle que oui, la perception du risque est très élevée chez nous, et c'est la raison pour laquelle les agences de notation nous rendent le crédit cher. Moi, j'étais administrateur principal à l'OCDE. Je sais comment on détermine ça. Mais ce que je dois dire au président de la République, c'est que s'il veut faire baisser la perception du risque élevé dans nos pays, c'est qu'il doit travailler sur ce qui détermine cette perception. À savoir? Par exemple, qu'on ait un climat apaisé. Parce qu'un climat
qui n'est pas apaisée n'attire pas des investisseurs. Deux, qu'on puisse créer des systèmes d'investissement en infrastructure qui permettent de raccourcir les distances techno-économiques dans les filières potentielles et réduire le risque d'isoler une entreprise dans son contexte. Parce que si une entreprise vient s'implanter dans un environnement où, par exemple, il n'y a pas d'adduction d'eau, il y a des risques d'électricité coupée, il y a des routes qui sont coupées, mais l'entreprise est isolée dans son environnement. Et si, par exemple, il n'y a pas de protection juridique des investissements, l'entreprise est encore plus isolée. Donc, à ce moment, qu'on le veuille ou non, il y a des risques. Maintenant, là où vous avez, par exemple, les grandes entreprises, comme Nestlé, comme Coca-Cola, mais ces entreprises-là, ils ont les moyens d'internaliser ces disparités. Ils les internalisent et trouvent des gens qui le leur règlent. Et c'est pour ça que ces entreprises prospèrent. Mais nous avons, nous, le potentiel d'internaliser les mêmes disparités et faire grossir notre secteur informel qui représente 95% du tissu des petites et moyennes entreprises et en faire un fleuron. Alors, vous êtes un observateur et commentateur de l'actualité africaine. Que pensez-vous de l'initiative du Burkina Faso, du Mali et du Niger de créer leur monnaie commune, baptisée le Sahel, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel? Est-ce viable? Viable, ça veut dire quoi? Mais viable, on ne peut pas le décider comme ça. C'est tellement compliqué. Je la trouve excellente. Et je parle avec ces gens-là. Vous parlez avec ces pays? Je parle même avec le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop du Mali, et je les conseille dans les directions qu'ils prennent. Donc c'est vous qui avez... C'est pas moi qui ai quoi. Je dis, je parle avec eux. J'ai dit bien, ne mettez jamais de mots dans ma bouche. Non, je pose des questions. Je leur parle par poste interposé et je leur parle à certains personnellement. J'ai même eu une conférence téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Mali et le ministre de l'économie et des finances du Mali. Mon épouse, moi et eux-mêmes. Et je l'ai dit déjà sur votre plateau de télévision avec Georges, comment il s'appelle encore? Quand il y a eu le coup d'État en Guinée, j'ai dit, je ne suis pas un adepte de coup d'État. Mais je suis prêt à travailler, à aider n'importe qui séjourne même un mois au pouvoir pour l'aider à faire quelque chose pour son pays. Parce que si je peux travailler avec des gens qui sont des dictateurs institutionnels, pourquoi je ne pourrais pas travailler avec des gens qui sont au pouvoir parce qu'ils ont renversé une dictature institutionnelle? Ça ne veut pas dire faire l'apologie de coup d'État. Mon temps sur Terre est limité et j'entends en faire un usage. C'est pour ça que j'écris tout le temps. Parce que je sais que je peux partir n'importe quand. Aujourd'hui, il y a au moins 3 ou 4 livres qui sont prêts à être publiés. Justement, on va parler. Voilà, mais je vais arriver. Ce que je veux vous dire, non, restez sur la question parce que c'est très important. Alors, c'est viable. C'est viable, mais si c'est fait comme il faut. J'ai récemment écrit à Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, en lui disant de dire à Assimi Goïta qu'il risque de tomber dans le piège de l'obsession tout sécuritaire et d'oublier le développement économique. S'il oublie le développement économique, il va se trouver exposé par les mêmes populations qui le chantent. Quand ils ont fait leur première réunion sur le pacte de Liptako Gourma, Abdoulaye Diop m'a envoyé le document. Je lui ai dit, il manque l'essentiel, c'est le développement économique. Et ça a permis de préparer son discours au G20 qui était présidé par l'Inde. J'ai dû prendre son discours et même y mettre des éléments d'orientation à titre gracieux. C'est ma contribution panafricaniste. Moi, je ne suis pas un porteur de pancarte, je ne suis pas quelqu'un qui appelle l'insurrection, mais personne ne peut m'empêcher de partager la connaissance. Ça, c'est un. De deux, quand ils ont fait la réunion où j'ai vu que les éléments ont été évolués, je leur ai proposé de faire vraiment l'intégration économique. Parce que l'intégration économique se fait par partie. Riemann, le mathématicien qui a le plus fait la théorie de l'intégration, vous avez fait les mathématiques? Vous savez ce que c'est qu'une intégrale? Une fonction, une intégrale, quand on intègre, ça veut dire on regarde jusqu'où la fonction peut être appliquée. Par exemple, si vous faites une fonction de transport ferroviaire dans l'espace, vous pouvez dire, tiens, je pars de Saint-Louis, Dakar, machin,
Mais quand vous arrivez à la mer, votre fonction n'est plus pertinente parce que les rails ne vont pas sur l'eau. Donc, l'intégration, c'est regarder la limite d'expansion d'une fonction. Donc, vous intégrez par partie. Ça ne sert à rien de dire que oui, on commence avec 50 États. Non. Si aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina veulent s'intégrer, d'abord, ils doivent intégrer des fonctions. Des pays dirigés par des militaires. Je m'en fous, si vous voulez l'arrêter. Je m'en fous complètement. Même si c'est le diable qui les dirige, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils veulent faire pour leur peuple. Et je leur ai déjà dit que si vous continuez à simplement essayer de préserver votre pouvoir, vous serez renversé par les mêmes causes qui vous ont amené. Restons sur le sujet. Je dis, si vous avez 3 pays qui veulent s'intégrer, ces pays peuvent intégrer des fonctions, c'est-à-dire par exemple des fonctions d'investissement. Ils peuvent dire, voilà, dans quel secteur nous pouvons regrouper nos forces pour investir dans des infrastructures transfrontalières, parce que c'est ce que j'appelle les pays frontières. Sur un pays frontière, vous pouvez avoir par exemple 3 pays, mais c'est les mêmes populations, c'est les mêmes ressources, c'est les mêmes contraintes, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes espoirs que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez dire quelles sont les fonctions qui pourraient permettre d'éveiller ce potentiel et de le mettre en branle. Donc, vous n'embrassez pas trop pour mal étreindre. Vous travaillez là-dessus. Ce genre de choses, je le leur écris. Et qu'on me dise quel pays, quelle loi l'interdit, parce que même les Américains commercent avec eux. Et je ne suis pas un citoyen américain. Très bien. Voilà. Deuxième chose, l'intégration économique et monétaire. Oui. Mais j'entends beaucoup de gens parler de monnaie, de ceci, cela, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire la monnaie. Le franc CFA n'est pas une monnaie. Parce que la banque centrale qui aimait ça sur la base d'un traité. Une banque centrale qui est une véritable banque centrale a une politique de crédit, une politique qui est liée à la théorie quantitative de la monnaie, c'est-à-dire que l'émission de monnaie doit correspondre avec des échanges de biens et services. Ici, vous avez de l'argent de poche qui s'appelle le CFA, avec quoi vous pouvez acheter ce que vous voulez. On va parler de votre ouvrage. Avant de finir l'émission, alors sans trop nous dévoiler le contenu, votre nouveau titre, La pauvreté des nations. Quelques lignes. Vous l'avez entendu. On est dans le secret des dieux. Très rapidement. Vous savez, je me suis disputé avec des gardiens tout à l'heure qui faisaient du banditisme dans le coin. Vous m'étiez calmé et vous êtes en train de me remettre dans ces histoires. La pauvreté des nations, c'est un pied de nez ou bien un appel du pied que j'ai fait au livre le plus célèbre en économie qui s'appelle La richesse des nations. Adam Smith avait créé La richesse des nations, le livre, et depuis lors, toutes les économies se sont ajustées à ça, à ce modèle économique date du XVIIIe siècle. Mais la théorie de la richesse des nations était basée sur des prolégomènes, des modèles de pensée qui n'existent plus. Vous auriez dû avoir la réponse avec la question sur la fin de la globalisation. J'ai montré comment la pauvreté s'est développée partout. Alors moi, je vais expliquer comment la pauvreté des nations, comment le modèle de richesse des nations qui a fait la colonisation, qui a fait l'esclavage, le néocolonialisme et tout, est devenu un modèle du serpent qui se mord la queue en fabriquant la pauvreté pour ceux qui pratiquaient ça. Si, par exemple, aujourd'hui, un pays comme la France n'abandonne pas sa logique impérialiste militaire comme modèle de développement et que des pays comme le Niger, des pays comme le Mali et d'autres pays les privent de leurs ressources, mais il va y avoir des émeutes en France. Mon propre pays, la Suisse, si aujourd'hui les gosses décidaient de mettre un embargo sur toutes les exportations de cacao d'Afrique, mais Nestlé ferme. Donc il ne faut pas arriver à pousser les populations dans une situation d'extrême où ces populations vont commencer à exiger de leurs dirigeants qu'ils bloquent les exportations de matières premières. À ce moment-là, un modèle qui est basé sur de la matière première que tu prenais gratuitement, il s'écroule. D'ailleurs, j'ai ajouté un sous-titre à ce livre. C'est La pauvreté des nations,
c'est Mediocre qui vous libère. Très bien. Pape Demba Thiam, économiste, consultant. Consultant. Et justement, il nous reste quelques petites minutes, mais bon, on va parler politique, même si vous êtes économiste. On s'apprête à aller à une élection présidentielle, c'est prévu en 2024. Quelle analyse faites-vous actuellement sur la situation politique du pays? Vous voulez vraiment mon avis? Oui. Je regarde même pas ça. Je regarde même pas ça parce que vous savez, je vois tellement d'incongruités politiques qu'aujourd'hui, si vous vous mettez à vous exprimer là-dessus, le peu d'audience que je peux avoir sur le plan économique, on va même plus l'écouter parce qu'ils vont se dire il est pour, il est contre ou quelque chose comme ça. Hier seulement, un ministre dont j'ai été, enfin, il est plus que ministre maintenant, dont j'ai été un coach et conseiller, il se moque de moi, il me dit, grand, moi je pensais que les diamants, il n'y avait que chez toi là au Congo qu'on les a. Je me tais, il me dit, ah bon, tu veux rien dire. Est-ce qu'il y a des diamants ici? Je dis, en tout cas, ce que moi je sais. C'est que j'avais dit qu'il y avait du pétrole au Sénégal pendant qu'on n'explorait pas, tout simplement parce que les plaques tectoniques du Sénégal rencontrent ceux de Guyane et de machin, donc s'il y a du pétrole là-bas, avant que ça se sépare, il y en a. Maintenant, si on me dit s'il y a du diamant au Sénégal, moi j'aurais tendance à dire qu'il y en a, parce que là où il y a le zircon, il y a le diamant. Donc vous confirmez qu'il y a du diamant au Sénégal? Non, je ne confirme pas, mais arrêtez, je vais refuser de vous donner des interviews, hein, parce que vous me faites dire des choses pour faire le spectacle. Non, c'est pas une question pertinente. Vous avez quelque chose en tête, le scandale qui est rampant, et je ne rentre pas dedans. C'est pas mon niveau. Je dis que si il y a du zircon dans un pays, c'est qu'il y a des chances pour qu'il y ait du diamant. Est-ce que ça, vous allez faire un saut pour confondre avec ce qui se dit là, tel j'ai trouvé? Non, non, il faut arrêter avec ça. Vous me gaspillez. Je n'aime pas être gaspillé. Parce que ce que je veux, c'est que ceux qui m'écoutent, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, trouvent de la quintessence dans ce que je dis pour pouvoir l'utiliser. Donc, si vous voulez bien faire votre travail de journaliste et que vous voulez aider votre pays, aidez vos téléspectateurs à écouter et à entendre des choses qui peuvent servir les gens. Si moi, je définis des principes et je dis, si vous faites ça, ça peut mener à ça. Mais c'est tant mieux. Moi, si j'étais un chef d'État qui me dit, ah, ce qu'il est en train de dire là, il me donne un conseil gratuit. Il applaudit. Si j'étais dans l'opposition qui dit, ah, ce qu'il dit là, si je vais dans ce truc-là, je risque de me casser la gueule, il me donne un conseil. Il applaudit. Vous savez pourquoi? C'est pour ça que j'ai la paix avec tout le monde. Et je suis respecté par tout le monde. Et je leur parle à tous. Surtout la plupart des gens qui dirigent ce pays. Beaucoup de ceux qui sont dans l'opposition, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Parce que je sais une chose. Même si tous demandent à me rencontrer, le jour qu'on me verra boire un café avec, des turiféraires serait en train de dire que c'est lui qui est avec eux. Et du coup, même si je dis quelque chose qui peut servir le pays, ils ne l'écouteront pas. Parce qu'un homme sérieux doit avoir une stratégie de communication qui soit consistante avec les objectifs qu'il poursuit. Or, moi, mes objectifs que je poursuis, c'est l'éveil de conscience. C'est que quand je serai 6 mètres sous terre, que je puisse laisser à la progéniture quelque chose à laquelle ils peuvent se référer. Parce que moi, je ne crois pas à la mort, je crois au déménagement de l'âme. Donc, si je dois rentrer dans une conversation qui sert à ça, je fais ça, mais je n'aiderai jamais un journaliste à faire du spectacle. Parce que c'est ça, justement. Les mêmes journalistes qui disent qu'on ne fait que parlent que la politique, mais sont prisonniers de la politique, ne parlent que de la politique politicienne et nous donnent des sujets qui ne servent absolument à rien. Donc, merci de me donner la chance de m'adresser à tous les journalistes. Parce que j'en vois, par exemple, des qui amènent des gens sur le plateau pour les ridiculiser. J'ai vu, par exemple, Dambou être sur un plateau de télévision et puis je vois dans une émission et le type ne faisait que essayer de le donner en spectacle. Et pourtant, ce gars-là, il a beau ne pas être à l'école française, c'est un économiste. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de transformer son environnement. Serigne Mboup. Serigne Mboup. Je parle de Serigne Mboup. Voilà. Donc, quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais mon Dieu, comment on peut gaspiller
le temps d'apprentissage qu'on peut avoir avec quelqu'un comme Serigne Mboup, en essayant de lui dire, oui, mais vous dites des weignes et des yo, mais des conneries, ça, c'est des conneries. Alors, il faut qu'on arrête d'occuper l'espace médiatique avec ces gens. Et les mêmes gens vont vous dire, ah oui, on ne parle que de politique. Ouais. Mais non, ils en sont complices. Ils en sont complices, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'il y a une manière de faire le journalisme qui est la flagellation. Chaque fois que quelqu'un a l'air bien, il faut qu'on le couvre de boue. C'est dégueulasse, il faut qu'on arrête ça. Et c'est ça le mal de notre pays. Même si vous sortez ici avec une belle voiture, vous passez, les gars vont dire où est-ce qu'il l'a volé. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une présomption positive de penser que vous l'avez gagné de la sueur de votre front. C'est pour ça que je suis désolé. Vous êtes la seule chaîne à qui j'ai accepté de donner une interview pendant tout mon séjour. Donc, je vais profiter de ça pour remettre aussi les pendules à l'heure avec la presse. Pape Demba Thiam, économiste, consultant et entrepreneur, merci d'être revenu sur notre plateau. Je vous en prie. Penda Sylla Lo, merci. Merci à toi, Alun. Merci à notre invité, M. Pape Demba Thiam. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour un prochain entretien. Merci et bonne chance.